Bonjour, bonsoir à toutes et tous, où vous soyez. Bienvenue sur ce live stream. La plupart d'entre vous ne me connaissent pas, donc je vais commencer par me présenter en quelques secondes. Je suis Marion Herman, basée à Miami, et j'ai le plaisir d'animer les communautés de Floride, Géorgie, Amérique latine et Caraïbes depuis maintenant plus de 2 ans. Donc depuis quelques semaines, évidemment, il n'y a pas de grande surprise. Nous sommes tous dans le même navire et on essaye de faire face du mieux possible, chacun avec nos armes. Et nous, le réseau French Founders, on a réagi très vite. On a modifié notre offre en vous proposant de nombreuses conférences en visio sur différents thèmes pour continuer à vous délivrer du contenu, du partage d'expériences, des best practices à appliquer dans cette période délicate pour tous, toujours pour vous aider au maximum. Et nous continuons bien évidemment activement les mises en relation au sein du réseau. J'aimerais, pour commencer, adresser quelques mots aux membres qui sont connectés aujourd'hui pour les remercier de leur fidélité, de leur engagement et de leur soutien. C'est en ce moment que nous avons besoin de vous, donc un immense merci. Pour les invités qui ne connaissent pas encore French Founders, merci de votre intérêt. J'espère que le format va vous plaire. Et je vous propose, après ce live stream, de visiter notre site et je me tiens à votre disposition par email si vous avez des questions. Je vais vous donner quelques détails techniques pour le bon déroulement de ces live streams. Les micros de tout le monde sont coupés par défaut, sauf Noëlla, Jérémy et le mien évidemment. Vous allez évidemment avoir des questions à poser. Vous avez un onglet dédié en bas de page normalement qui s'appelle Q&A, questions-réponses. Je vous invite à mettre vos questions et on y répondra à la fin de l'intervention de nos speakers. Je vais maintenant donner la parole à Noëlla. Noëlla, qui est une de nos membres très engagée au sein du club, très impliquée pour la communauté French Founders et ça se vérifie encore aujourd'hui, et qui répond toujours présente pour partager son expertise avec nos membres, en local ou à l'international. Tu es accompagnée aujourd'hui, Noëlla, donc de Jérémy, qui est à tes côtés. Jérémy, merci également de ta présence. Merci à vous deux de partager votre expertise, votre expérience avec nous sur cette thématique qui prend tout son sens aujourd'hui sur la gestion de ces équipes à distance. Je vous invite tous les deux à vous présenter et à débuter les échanges. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve pour les questions-réponses. Merci Marion, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, ce soir, cette nuit, en fonction de là où vous vous connectez. Donc Noëlla Vincent, 15 ans d'expérience en marketing pour commencer, puis un maître praticien en programmation neurolinguistique, qui est une approche de la conduite du changement et de la communication, une certification en executive coaching et j'accompagne des managers et des dirigeants dans leur développement personnel et leur développement de leur business. Donc, Jérémy Vincent, après avoir passé une douzaine d'années chez Danone dans différentes fonctions régionales et globales, j'ai rejoint le groupe Mars il y a 7 ans. Aujourd'hui, je dirige les opérations pour l'Amérique latine. Aujourd'hui, on a une intention. Notre intention, c'est de vous apporter des grilles d'analyse. C'est de vous apporter des outils qui vont vous permettre de prendre du recul par rapport à votre situation. Moi, en coaching, je dis toujours, à chaque environnement, la réponse est différente. Je ne vous connais pas, je ne connais pas vos équipes, je ne connais pas votre business. Donc, l'idée, ce n'est pas forcément de vous apporter des réponses toutes faites, mais vraiment de vous donner ces outils, ces questionnements qui vont vous permettre, vous, de venir apporter les réponses qui vont vous permettre d'avancer. Alors, on a énormément de choses à dire. On a fait un tri en préparant ce webinaire. On a pris vraiment ce qui nous paraissait être le plus utile dans les circonstances actuelles. Évidemment, nous restons à votre disposition, encore une fois, aussi bien que moi, par la suite, si vous souhaitez en discuter. Voilà, on reste complètement joignable. N'hésitez pas, on est là aussi pour ça. Notre approche, comment on a voulu aborder le sujet? On a le sentiment que c'est une baleine. Et on dit dans mon métier, comment on va faire pour avaler la baleine? Et bien, on va la découper en morceaux. Et on a décidé de découper
cette baleine à travers 2 visions croisées. La première, en utilisant un outil de coaching que moi j'utilise très fréquemment, qui s'appelle l'alignement des niveaux logiques, qui a été créé par Robert Dills. Vous pouvez faire des recherches si ça vous intéresse, très intéressant. Et qui va nous permettre en fait de venir nous interroger sur différentes strates, les unes étant reliées aux autres, dans un ordre logique, qui est l'environnement, puisqu'on évolue tous finalement dans un environnement. Par rapport à cet environnement, quel comportement je peux mettre en place? Pour mettre en place ces comportements, je dois activer un certain nombre de capacités, de savoir, savoir-faire, savoir-être. Et pour pouvoir activer ces savoirs, savoir-faire, savoir-être, je dois être en ligne avec mes valeurs et m'appuyer sur des croyances qui sont aidantes pour moi, ce qui me permet finalement d'être parfaitement aligné avec mon identité et ma mission de vie. On va vous proposer dans cette intervention de repartir de la base, surtout qu'en ce moment, aujourd'hui, on a vraiment le sentiment de subir cet environnement. Et vous verrez qu'une fois qu'on est arrivé tout en haut du dernier niveau, que vous êtes raccroché à votre identité avec votre mission, vous avez vraiment cette notion de reprendre le dessus. Et une fois que vous êtes à haut niveau de motivation, vous pouvez avoir un impact finalement sur des capacités supplémentaires, des comportements supplémentaires et reprendre la main sur cet environnement. Et donc, pour vous aider encore plus à découper la baleine, on a défini 3 dimensions que l'on va développer sur ces différents axes. La première dimension, c'est vous. Vous, leader d'équipe, vous, leader d'entreprise. Ensuite, vos équipes, évidemment, où qu'elles soient. Et ensuite, la dimension qui correspond à votre business. Voilà. Donc, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer avec ce fameux environnement. J'ai récupéré un chiffre qui est paru sur Eurostat, je crois, hier. En France, il y avait 7% de la population active qui avait l'habitude de travailler à distance de façon régulière. Et aujourd'hui, vous êtes en France 33%. Donc, on imagine bien que ce bond subi, c'est un énorme changement pour énormément de personnes. Et nous-mêmes, on a vécu ça avec Jérémy, on s'est retrouvés tous les deux à domicile. Et la première chose qu'on s'est dit, c'est dans cet environnement, il faut absolument qu'on réfléchisse sur mettre en place les conditions de réussite. Qu'est-ce qu'on va mettre en place dans cet environnement pour faire en sorte que ça fonctionne? Et j'ai envie de dire assez basiquement, c'est dans cet environnement, quelles sont les personnes qui sont présentes? Est-ce que je suis seule, à plusieurs? Quel type de personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui sont sur les mêmes rythmes que les miens ou pas? Je pense notamment à l'âge des enfants. Quels sont les équipements que j'ai autour de moi? Nous, concrètement, on s'est aperçu, c'est l'école à distance, qu'on n'avait pas du tout d'imprimante et qu'on devait imprimer 100 documents à la semaine. Bon, on a décidé de modifier notre environnement, d'avoir un impact concret en se procurant cette imprimante. Et puis, c'est aussi par rapport à mon environnement, comment je vais gérer, où est-ce que je vais travailler? Parce qu'au début, on se dit, je vais improviser chez moi, je vais me mettre quelque part sur une table, on peut travailler de partout. Et puis, en fonction de son environnement et des caractéristiques de son environnement, on se rend compte que c'est une fausse croyance. Nous, typiquement à la maison, on a de la chance, on a beaucoup d'espace. Très rapidement, on s'est dit, chacun va se mettre dans une zone. Et puis, on s'est rendu compte que l'appartement était excessivement bruyant. Donc, quand les enfants étaient en bas, sur leur conf, que moi, j'étais dans ma conf, dans la cuisine, Jérémy qui s'était mis sur la table, en fait, plus personne ne s'entendait. Donc, on a modifié et on s'est dit comment on va répartir l'espace, la gestion de l'espace, pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Et donc, en plus de l'espace, il y a un autre élément qui est extrêmement important qu'on définit comme étant la gestion des frontières. En fonction de l'environnement que vous avez, en fonction des individus qui occupent ce même espace que vous, il va falloir vous organiser physiquement et temporellement. Probablement que certains d'entre vous vont être obligés de répartir votre travail de manière différente. Soit un peu plus tôt le matin, soit un peu plus tard le soir, parce que dans la journée, c'est un peu notre cas d'ailleurs, on a nos enfants qui font du online schooling, donc qui sont encore trop jeunes pour être indépendants, totalement. Donc, il faut que l'un et l'autre, on partage notre temps dans la journée pour essayer d'être également présents tout pour vous. Donc, cette gestion des frontières, aussi bien en termes d'espace qu'en termes temporels, est extrêmement importante pour mettre les bases d'un succès pour vous dans ce contexte.
De la même façon, au niveau de l'environnement, quand on parle de gestion des frontières, on parle aussi de la gestion de ce qu'on appelle du burn-out, parce que finalement, aller au bureau, ça permet de créer une séparation entre les temps de travail et les temps de vie à la maison. Nous, on vous invite, moi en tout cas, je vous invite à vraiment définir quels sont les espaces, temps et géographiques où je m'autorise à travailler et quels sont ceux où je m'interdis de travailler, parce que sinon, ça a un impact. Et c'est un impact sur quoi? Sur ce qu'on appelle vos autres piliers de vie. Or, on ne peut pas dissocier votre vie professionnelle du reste de votre vie, encore moins maintenant où tout se retrouve géographiquement, j'ai envie de dire, rapproché. Vous avez à gérer vos familles pour certains, on va dire vos connexions sociales, vous-même, vous avez besoin d'espace pour vous-même, votre couple, pour ceux qui sont en couple, et votre travail. Et moi, je vous invite à vraiment créer des dissociations d'espace et de temps, donc gérer des frontières entre ces différents piliers de vie, parce que vous avez besoin, comme on dit, ce sont des piliers, pour garder l'équilibre, de vous appuyer dessus. En termes de coaching, il y a quelque chose qui est très intéressant. Quand on vit des moments comme ça, qu'on subit, on a l'impression que dans l'environnement, votre cerveau va se focaliser sur ce qui manque en premier. Vous allez vous dire, je suis à la maison, j'ai pas ça. J'ai pas mes dossiers, j'ai pas le bon ordinateur, j'ai pas. C'est un réflexe, j'ai envie de dire, humain. Moi, je vous invite à prendre ce qu'on appelle le métaprogramme de perception opposée, c'est-à-dire, OK, il y a des choses qui manquent, mais qu'est-ce qui est présent chez moi? Qu'est-ce qui est présent? Nous, on a décidé de faire feu de tout bois, donc on a pris la table, on a la chance d'avoir une terrasse, balcon à Miami, bah, c'est devenu le bureau. On s'est pas dit, on s'est dit, OK, d'accord, ça on l'a pas, on n'avait pas d'imprimante pour l'acheter, mais ça, la table, là, on va l'utiliser. Donc, je vous invite à étudier à travers cette autre vision, c'est finalement qu'est-ce que j'ai autour de moi qui est présent et dont je peux me servir. On passe aux équipes. Et du coup, on passe aux équipes. Alors, ce qui est très important, et je vais faire le lien entre vous et vos équipes, vous êtes des leaders. Encore une fois, leaders d'entreprise, leaders de segment de marché, leaders d'équipe. Donc, particulièrement dans cette période, vos équipes vont attendre de vous encore plus. Et ils ont besoin de deux choses. Un, que vous leur montriez la voie à suivre et que vous leur montriez que vous les intéressez. Donc, au travers de ce premier travail que vous faites sur votre environnement et cette approche positive de voilà ce que j'ai, donc voilà ce que je mets en place, partagez ces leçons, partagez ces approches avec vos équipes, incitez-les à faire de même et surtout, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de leur situation, soyez à l'écoute des particularités de leur environnement. Ça va vous permettre, d'instaurer ou de réinstaurer un constat de confiance. Et deuxièmement, ça va également vous permettre d'adapter par la suite vos comportements et leurs comportements, et on reviendra à la suite dans quelques minutes. Tout à fait. De la même façon que vous faites le bilan sur la situation, sur quel est votre environnement, moi, je vous propose d'aller récolter finalement à travers peut-être un petit questionnaire, en fonction de la taille de vos équipes, peut-être oral, au cours d'une réunion ou écrit par mail à vous voir. Finalement, quelles sont les conditions de travail? Qui est dans quelles conditions? Et du coup, vous, ça va vous permettre de proposer les bonnes solutions qui sont adaptées aux besoins de vos équipes. On va revenir dessus beaucoup dans cette intervention. On est tous différents. On est tous différents, on a tous des préférences. Et il y a notamment un autre métaprogramme de perception que je voulais partager avec vous. On a ce qu'on appelle le tri d'intérêts primordiaux. Donc, dans l'étude de sa situation, ne soyez pas étonnés, on a ce qu'on appelle le PASIL. Donc, il y a des gens qui vont se focaliser sur les personnes. Ils vont faire beaucoup de débriefs sur voilà les personnes qui sont autour de moi, voilà les personnes qui me manquent. Il y a des gens qui vont demander beaucoup d'infos sur les actions. Quelles sont les actions qu'il faut que je mette en place par rapport à mon environnement? Les autres, ils vont se focuser sur les choses. Les choses, je n'ai pas le bon ordinateur, je n'ai pas la bonne imprimante, je n'ai pas le bon stylo. PACI, les informations, donnez-moi des informations, on va y revenir, des informations notamment, peut-être utiliser des outils, il manque des notices, j'ai besoin d'infos. Et enfin, le lieu, il y a des personnes, il ne faut pas le sous-estimer, qui sont super sensibles au lieu où ils travaillent. Il faut vraiment prendre conscience que ces personnes, elles ont peut-être besoin de luminosité, d'une fenêtre, d'un endroit plus calme. Et ça, il faut en avoir conscience et il faut que chacun apprenne à bien se connaître et serrer bien sur ses 5 préférences pour apporter la bonne réponse qu'elle a mieux adaptée à sa préférence. Ah oui, par rapport aux équipes, que je n'oublie pas de le dire, au niveau de l'organisation aussi, se rappeler, il y a les 6 lois fondamentales de l'organisation du temps de travail. Moi, je vous en propose une, c'est Pareto. Finalement, 80% de la valeur est produite avec 20% du temps. Donc, voilà.
garder cette règle en tête par rapport à l'organisation en télétravail. Et donc, ça nous permet d'enchaîner sur la troisième dimension qui est votre business. Une des actions principales pour gérer ce nouvel environnement pour votre business va être d'apporter un certain nombre d'outils, et notamment des outils collaboratifs. Donc, il y a énormément d'outils qui existent sur le marché, Slack, Zoom, Teams, et j'en passe. Je vous assure, on n'a aucune action dans aucune de ces entreprises. Vous choisissez l'outil qui vous paraît le mieux adapté à vos besoins et à celui de vos équipes, et assurez-vous qu'il soit vraiment utilisé. C'est important de donner à vous-même, à vos équipes, pour le succès de votre entreprise, ces outils un peu comme si vous étiez au bureau. Vous vous levez, vous allez voir un de vos collaborateurs, vous lui demandez un document, une information. Là, vous ne pouvez pas le faire. Ces plateformes collaboratives vous permettent de faire ça de manière virtuelle. Et le deuxième élément que j'aimerais ajouter, c'est les outils pour travailler sont extrêmement importants. Et également, il faut adapter vos procédures, vos process également à cette nouvelle situation. Il y a un certain nombre d'activités, que ce soit les activités d'audit, des activités de vente, de visite de clients. Vous ne pouvez plus, dans un certain nombre de cas, les faire de manière physique. Donc, vous devez adapter les manières de travailler, les process, les procédures en fonction de cette nouvelle réalité. Pour votre business, ce qui va être très intéressant, c'est que vous posez la question en termes de culture de travail à distance, quel est le niveau de départ de mon équipe, quel est mon niveau de départ à moi, quel est le niveau de départ de l'équipe. C'est important parce que ça va donner une idée de l'effort que ça demande en termes d'habitude, de montée en puissance, d'appropriation des outils. Et là, ce qui va être très important, c'est toutes les actions aussi de formation. Ce n'est pas parce que vous proposez l'outil qui va marcher comme ça. On voit bien, nous, les réglages, voilà, même avec l'école à distance, hein, toutes les petites choses, tous les petits changements qui s'ajustent. C'est du vécu au quotidien, là. Donc, c'est quel est le niveau de maîtrise et de connaissance de mes équipes, quels sont leurs besoins en termes de formation et d'adapter le niveau de formation pour que les outils puissent être intégrés. Et du coup, on peut passer au comportement. Par rapport au comportement, on va vous proposer l'approche différente, en fait, logiquement, en termes de coaching, en partant du business. Quel type de comportement il faut mettre en place par rapport à votre business et qui va avoir un impact finalement sur l'ensemble de vos comportements à vous et de vos équipes et la façon dont vous allez interagir avec vos équipes. Finalement, ce qui va être essentiel, et probablement vous l'avez déjà fait, vous êtes en train de le faire, c'est de resetter les priorités. C'est-à-dire qu'il va falloir redéfinir les objectifs. Voilà, la situation a changé. Très probablement, vous ne pouvez pas conserver les objectifs de départ que vous étiez fixés. Moi, c'est mon cas. Hein, j'avais des objectifs par rapport à ma propre boîte qui est la mienne. Ben, je suis en train de tout redéfinir parce que c'est évident que je n'arriverai pas à faire ce que j'avais prévu de faire en début d'année. Et pour redéfinir ces objectifs, je vous invite à vous pencher sur deux éléments complémentaires. La première, dans les moments de crise comme ça, on est tous, faut que j'évite de perdre, mes clients, il faut que j'évite de dépenser trop, il faut que j'évite de licencier. Or, le cerveau, si on se met en programmation évitement, le coaching des sportifs de haut niveau nous dit que les sportifs qui gagnent, ce n'est pas les sportifs qui évitent de faire quelque chose, c'est les sportifs qui recherchent à gagner. Essayez le plus possible de vous setter des objectifs formulés affirmativement. Qu'est-ce que vous cherchez à faire, cherchez à atteindre, cherchez à accomplir, même au niveau du cerveau, de l'énergie, de l'état interne auquel ça va vous connecter, vous allez voir les choses très différemment et les outputs auxquels vous allez avoir accès vont être très différents. De la même façon, autre approche complémentaire pour bien avoir un impact sur vos comportements, oui, vous devez gérer le présent immédiat et en même temps, dissociez-vous de la ligne de temps et pensez qu'il y aura un après, il y aura un avenir. Donc, c'était des objectifs court terme, mais ne pas se détacher des buts et avoir cette capacité de dire comment sera l'après et quelles sont les petites graines qu'il faut que je sème aujourd'hui pour quand la météo sera plus clémente, et mes plantes elles puissent pousser et que je sois prêt à récolter. Et je vous invite dans cette thématique-là peut-être à réétudier quels sont tous les sujets, les projets que vous aviez dans vos cartons et souvent vous vous êtes dit « je n'ai pas le temps de le faire » ou « je n'ai pas les ressources nécessaires pour faire ces projets » ou pour réfléchir à ça alors que ce serait utile. C'est le moment de ressortir ces projets des cartons. On part du business, on va faire un saut et on va partir sur vous en termes de dimension. Il y a une approche qu'on aime beaucoup avec Neola qui s'appelle Blue Ocean ou Océan Bleu, qui définit trois
on va dire 3 questions clés qui sont assez courtes et assez simples. C'est posez-vous les questions suivantes. Que dois-je arrêter? Forcément, vous redéfinissez vos objectifs. Il y a des choses que vous allez arrêter, vous allez devoir arrêter, parce que physiquement, capacitairement, vous ne pourrez pas les atteindre. Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je continue? Et qu'est-ce que je dois démarrer? Car évidemment, dans cette nouvelle situation, les règles changent, l'environnement, on l'a vu, change, donc vos comportements doivent également s'adapter. Donc, qu'est-ce que je fais de nouveau? Moi, j'aime bien prendre cette image, c'est ce que je disais avec Jérémy quand on a commencé. Moi, au début, ils ont sorti les plateformes d'achat en ligne là, chez Carrefour et tout. C'est évident que vous n'allez pas tenter d'attraper le produit avec vos mains, de le sentir, de le mettre dans votre caddie. Donc, ça fait rire, c'est peut-être une analogie drôle et en même temps, ça veut tout dire. Vous ne pouvez pas mettre en place ou tenter de répliquer ce que vous faisiez. Il faut vous réinventer, effectivement, répondre à ces questions. Ça va vous permettre finalement d'être décisif, c'est-à-dire d'avoir les comportements qui vont vous permettre d'être décisif dans cette situation. De la même façon, alors ça c'est certainement ma préférence je reviendrai dessus, ma préférence Meyer Bridge, très J, très organisée. Quand il y a des grands changements comme ça, c'est aussi remettre en place une routine. On le sait au moment des grands changements de vie, nous on l'a vécu, quand on a l'habitude de changer de pays, de déménager, ce qui est dur au début, c'est l'absence de routine. Tout demande énormément d'énergie. Très rapidement, moi ce que je vous propose, c'est de réfléchir à quelle routine je peux mettre en place pour organiser mes journées, mon agenda, mon calendrier par des choses, des actions, des activités récurrentes et qui me permettent de redonner de la structure. Ensuite, vous pourrez évidemment partager avec vos équipes, mais réfléchissez quelle structure, moi, me convient par rapport à la façon dont je fonctionne, par rapport à ma préférence à moi, parce que vous êtes le leader, hein, vous êtes le capitaine du bateau, donc votre préférence a une sacrée importance quand même. Et aussi par rapport à cette gestion du temps et de l'agenda, vous avez forcément des moments de la journée où vous avez plus d'énergie, où vous vous sentez plus puissant, plus pertinent. Et organisez votre journée par rapport à la connaissance que vous avez vous-même de ces moments de haut niveau d'énergie ou de niveau d'énergie plus bas pour organiser et prioriser vos tâches. Ne sous-estimez pas l'importance de l'instauration de cette nouvelle routine. Vous aviez cette routine quand vous alliez au bureau tous les matins. Vous prenez du café, vous lisez le journal, ainsi de suite. Chacun a sa propre routine. Il est extrêmement important d'en redéfinir une maintenant que vous êtes coincé chez vous. Et prenez le temps de la pause. Très souvent, on se laisse submerger par la situation, les difficultés, les décisions à prendre, etc. Si vous ne prenez pas de pause, vous allez vous essouffler, vous allez perdre de l'énergie et certaines de vos décisions ne seront pas forcément les meilleures ou les plus optimisées. Donc, prenez le temps de la pause, 10 minutes, un quart d'heure, même une demi-heure, faites autre chose, changez d'air, ouvrez la fenêtre, faites autre chose. C'est ridicule, mais ça vous permet de vous régénérer et entrecoupez vos journées de ces petites pauses, vous verrez le résultat immédiatement. Ce qui va être, pour reboucler et terminer par rapport à la gestion de vous-même dans ces comportements, c'est le moment de prendre en compte vos besoins. Posez-vous la question dans cette situation, de quoi moi est-ce que j'ai besoin? J'aime bien rappeler cette anecdote, la façon la plus rapide de tuer un homme, c'est d'empêcher de dormir. Donc, il y a les besoins, même physiologiques. J'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de souffler. Listez l'ensemble de vos besoins. J'ai besoin de reconnaissance. Comment vous allez faire pour prendre en charge ces besoins? J'ai besoin de sécurité. Comment vous remettez de la sécurité autour de vous? C'est premièrement lister mes besoins et mettre une démarche proactive pour aller vous-même répondre à vos besoins, parce que derrière, vous avez les besoins de toutes vos équipes. Et on y vient, du coup, ça me permet de faire le lien. Vos équipes, nous, on a identifié 2 comportements qui sont indispensables à mettre en place et qui sont très complémentaires. Écoutez et parler. Écoutez parce que, évidemment, vous avez énormément de choses qui vont venir de ces équipes en fonction de leur profil. La première, écoutez en récoltant leurs besoins à eux. Vous avez fait la liste de vos besoins. Eux, finalement, par rapport aux objectifs que vous allez mettre en place, quand on clarifie un objectif en programmation neurolinguistique, on se pose toujours à la fin 2 questions. De quoi j'ai besoin et qu'est-ce qui peut m'en empêcher? Demandez à votre équipe aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez besoin en tant qu'équipe? De quoi est-ce que toi, tu as besoin en tant qu'individu? Comment puis-je t'aider? Comment puis-je t'aider à accomplir ta mission dans ce qui se passe? Et là, vous allez, qu'est-ce qui t'en empêche d'après toi? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de fonctionner comme tu devrais fonctionner pour atteindre tes objectifs? Et là, vous allez récolter de la donnée qui va vous permettre de vous ajuster.
Et le deuxième élément qui est pour moi tout aussi important que le premier, c'est parler. En ces périodes de doute, de crise, quel que soit le nom qu'on leur donne, vos équipes vont avoir besoin de vous en tant que leader, de vous en tant que capitaine de bateau. Ils vont avoir besoin de savoir que vous avez les rênes en main, vous tenez la barre, vous savez où vous allez. Donc, il faut que vous communiquiez cette énergie, il faut que vous communiquiez ce côté décisif, capitaine, je sais où je vais, même dans la tempête. Et ils vont avoir besoin d'être rassurés. Moi, je le vois beaucoup avec notamment nos associés qui sont dans les usines. Ils ont besoin d'être rassurés. Il y a tellement d'informations et tout le monde a accès à toute cette information. Beaucoup d'entre eux ne savent plus quoi penser, qui croire. Aidez-les. Plus vous les réconforterez, plus vous passerez de temps là-dessus, plus ils seront à même de délivrer sur le boulot que vous leur demandez. Quand vous écoutez ou quand vous échangez avec vos équipes, vous répondez en fait à 4 besoins fondamentaux de tout groupe d'individus et encore plus une équipe. Le premier indispensable, le besoin de sécurité. Vos équipes ont besoin de se sentir en sécurité, sécurité émotionnelle, sécurité, j'ai même envie de dire affective, hein, pour ceux qui ont une préférence feeling notamment, sécurité physique. Jérémy évoque le point pour ceux qui malheureusement se retrouvent obligés, parfois malgré eux, de travailler dans des environnements. Le besoin de reconnaissance, nourrir le besoin de reconnaissance, reconnaître la personne en tant que telle. On va le voir, il y a 4 niveaux de reconnaissance, c'est dans un autre chapitre, j'y reviendrai. Le besoin d'appartenance, l'appartenance qui fait qu'on est une équipe. Qu'est-ce qui définit une équipe? Un ensemble de personnes qui travaillent dans un but commun. Ce besoin d'appartenance, on va le voir qu'il va falloir nourrir aussi par des moments d'échange informels. Moi, je dis qu'il va falloir recréer à distance l'effet machine à café. Donc vous savez d'où vous partez, vous avez une très bonne connaissance de comment ça se passait dans votre bureau, comment il était organisé, quels étaient les rituels. Là, pour le coup, ces rituels, ils ont des effets positifs de sécurité, de reconnaissance, d'appartenance et le dernier, de contribution, permettre à chacun de contribuer. Il faut que le système, le mode de fonctionnement que vous mettiez en place, il garde une place pour ces échanges informels, cet effet machine à café. On le dit beaucoup, moi je me rappelle quand je travaillais au début de ma carrière à la Française des Jeux, c'était souvent les fumeurs qui prenaient toutes les décisions stratégiques. Donc ceux qui ne fumaient pas, ils n'étaient jamais dans les décisions stratégiques. C'est rigolo, c'est une anecdote. Et en même temps, comment je fais pour reproduire cette espèce de zone de discussion un petit peu ouverte et qui permet de réfléchir différemment et d'apporter d'autres choses. Absolument. Et ça me permet de faire la transition sur le dernier point et là-dessus. On passe beaucoup de temps. La plupart d'entre nous passons beaucoup de temps en réunion. Quand vous travaillez à distance avec vos équipes, ça devient vite compliqué, fatigant, psychologiquement et physiquement aussi. Vous passez 10-12 heures en visio dans la journée. À la fin de la journée, vous êtes sur les rotules. Donc, pareil, adaptez votre comportement et adaptez les règles de fonctionnement avec vos équipes. Faites en sorte que vos réunions soient limitées dans le temps et généralement plus courtes que ce que vous avez l'habitude de préparer. Préparez un agenda très clair et dans l'agenda, vous précisez quel est l'outcome de la réunion. Ça va vous aider à être beaucoup plus efficace. Ça va vous aider à aller vraiment droit au but, à l'essentiel. D'arriver avec des actions ou des décisions concrètes. Et si vous avez besoin de plus de temps, ça arrive, à ce moment-là, vous recontractez. Vous étendez pas la réunion sur le coup. Si ça doit terminer à 3 heures, ça termine à 3 heures. Et vous recontractez le lendemain, le surlendemain, quand vous avez le temps, pour pouvoir terminer la discussion. C'est extrêmement important. Ça va donner un rythme aussi à vous-même et à vos équipes. Par rapport à on revient sur cette structuration, c'est aussi réfléchir en amont à, moi je viens du marketing, donc là je suis à l'aise dans mon jargon, quel couple média-message je décide de façon très consciente de mettre en place. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de médias à disposition pour communiquer. Donc on a les chats, les WhatsApp, on a la visio, on a le mail, on a le téléphone. Bon, on n'a plus le tous ensemble dans le bureau. Mais du coup, je vais adapter par rapport à ce que j'ai besoin ou envie de dire et à la personne à qui je vais le dire. Quel est le couple média-message que je vais créer? Il y a certains messages qu'il est plus pertinent de communiquer de vive voix. Il y a certains messages, il vaut mieux le communiquer en one-to-one, d'autres en one-to-few. Et c'est vraiment d'avoir conscience de se dire comment je vais
faire ma stratégie, c'est comment je vais bâtir en fait finalement mon plan de communication, comme une stratégie de communication pour délivrer les bons messages et de la bonne façon. Donc maintenant, on va passer sur le troisième axe qui sont les capacités. Voilà. De quoi vous avez besoin comme savoir, savoir-faire, savoir-être pour faire tous les comportements qu'on a décrits. Alors, on prend la première dimension qui est vous, en tant que leader. On va repartir sur l'écoute. On a parlé de l'écoute tout à l'heure, avec le besoin que vous écoutez vous-même et de vos besoins, d'écouter vos équipes. Mais l'écoute va bien au-delà. Surtout en période un peu plus compliquée comme nous la vivons, c'est écouter tous les acteurs qui vous entourent. Vos clients, vos fournisseurs, vos conseils, vos mentors, vos investisseurs. Vous avez autour de vous une myriade de compétences, de connaissances et de soutien auxquels vous pouvez faire appel. Écoutez-les et soyez proactifs dans cette démarche-là. Dans cet environnement-là, chacun a quelque chose à y gagner. Donc, vous allez avoir une puissance d'information et de soutien qui est absolument incroyable. Faites-en usage et abusez-en. La deuxième capacité qui nous semble indispensable, et je l'ai entendu beaucoup là, ces derniers jours, c'est la résilience. Alors, cette fameuse résilience, mais oui, la résilience, pour la travailler, pour la cultiver, je vous propose d'étudier votre situation, la situation de votre équipe sur deux axes. La première, c'est la fameuse courbe de deuil. Vous savez, quand on vit un moment de choc, il y a une courbe, on suit un processus qui est tout à fait humain, qui est le premier, on est sous le choc. Deuxième, on est dans le déni, une espèce de forme de déni. Puis la colère, de la peur, de la tristesse et enfin de l'acceptation. Posez-vous la question, où est-ce que vous vous situez par rapport à cette courbe? Ce sont des étapes, c'est important de les passer le plus rapidement possible pour pouvoir passer en acceptation. Et mes équipes et les individus qui composent mon équipe, parce que croyez-moi, tous ne sont pas au même niveau de cette courbe. Et ceux qui sont bloqués dans les phases de colère et de tristesse, ils ne sont pas en état interne, comme on appelle en programmation neurolinguistique, sensation, ressenti, sentiment, et donc il va leur permettre d'accomplir ces objectifs. Donc ces individus-là, il va falloir les accompagner dans le passage de ces étapes pour qu'ils puissent passer en phase d'acceptation et qu'ils redeviennent opérationnels. De la même façon, pour travailler sur cette résilience, c'est travailler la confiance. On en reviendra à la confiance qui va être une valeur clé. La confiance en vous d'abord. Et pour travailler la confiance en vous, rappelez-vous, une fois encore, on dit c'est de la méthode Coué, mais ça fonctionne, moi ça a fait ses preuves. Rappelez-vous dans votre vie, d'abord tout ce que vous avez réussi. Quels sont vos succès? On appelle ça travailler ses succès de vie, toutes les ressources que vous avez acquis, les talents que vous avez réussi à développer. Et puis, rappelez-vous aussi ce qu'on appelle les vallées de vie, finalement, tous les moments difficiles que vous avez réussi à surmonter, que vous avez vaincus, qui vous ont permis de développer des ressources différentes, des apprentissages nouveaux, et être capable de se retourner sur son passé comme une énorme mallette de ressources dans laquelle vous allez pouvoir puiser, et puis communiquer cet état d'esprit à vos équipes de la même façon, en tant que boîte, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qu'on a surmonté, chacun, ensemble ou individuellement, et sur lequel on peut compter. Et après la résilience, une troisième capacité qui me semble extrêmement importante avec Novella, c'est l'adaptabilité. Adaptabilité, flexibilité. Si je fais un lien avec le MBTI, que je suis sûr certains d'entre vous connaissent, où vous êtes P ou vous êtes J. Moi, j'ai la chance, je suis P. Alors, je dis que j'ai de la chance parce que dans ce genre d'environnement, incertain, nouveau, challengeant, j'ai une capacité à m'adapter qui est plus facile parce que j'adore les options. Donc, plus j'ai d'options, plus j'ai d'opportunités, mieux je me sens parce que j'ai le choix. Et avoir le choix, ça me donne l'impression d'être en contrôle. Je pense que pour Noëlla… Qui suit J à 80%. Voilà. Et vous en avez dans vos équipes, on reviendra dessus. Vous avez ceux qui sont J, ceux qui sont P. Mais ce qui est intéressant, identifiez dans vos équipes ceux qui ont cette capacité à être option. C'est-à-dire, vous les entendez tout de suite, ils vous disent « Attendez, c'est génial cette période, ça va me donner des opportunités. Ah, mais du coup, ça va me donner plus de temps pour faire ça. » On les entend dans leur discours. Moi, j'ai un client que j'accompagne comme ça. Tout de suite, il m'a dit « Ah, mais moi, c'est génial. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire tel projet. Je vais pouvoir me mettre dessus. » Je lui ai dit « Mais comment fait-il » Modéliser les personnes que vous avez forcément dans vos équipes qui ont cette capacité. Ils vont vous apporter des inputs. Ils vont voir les choses d'une certaine façon qui va pouvoir vous inspirer et inspirer les autres. Du coup, comme tu as enchaîné avec le MBTI, moi, je vous propose, si vous avez
si vous êtes d'accord, de faire pour vous-même et pour vos équipes ce test du Myers-Briggs, test indicator, là, que vous pouvez faire sur un site gratuit en ligne qui est super performant, qui s'appelle www.16personnalités.com. En plus, il existe dans toutes les langues. Qu'est-ce qu'il va vous donner, ce test? Il va vous donner les préférences. Et ça, je pourrais revenir dessus dans les Q&A parce que si je passe du temps sur le modèle, on est fichu. Mais en gros, ce qui est important, c'est que par rapport à vos capacités d'équipe, il va falloir surdévelopper vos capacités de communication. Et donc, il va falloir faire de la communication différenciée en fonction de la préférence des individus qui composent votre équipe et de connaître la majeure de votre équipe. Parce que la majeure de votre équipe va vous indiquer sur quoi il va falloir que vous concentriez plus votre attention et votre énergie. Donc, sachez si votre équipe est plutôt extraverte ou introverte. Alors, si vous avez beaucoup de gens extravertes, ça va être compliqué pour eux, hein, parce que l'extraverti, c'est celui qui adore être avec du monde, c'est celui qui adore être socialement connecté. Donc, forcément, il souffre plus en ce moment. Et en même temps, si dans votre équipe, vous avez des gens introvertes, eux, qui ont l'habitude de passer du temps avec eux-mêmes, ils vont pouvoir inspirer les autres, ils vont pouvoir porter, soulever les autres. On dit que cette période, c'est la grande période des introverts qui, normalement, dans les entreprises, ne sont pas forcément… Merci pour le partage du lien, il y a quelqu'un qui partage, je le vois, c'est super. Les introvertes ne sont pas forcément reconnus, c'est le moment de laisser parler les introvertes parce qu'ils ont une façon de se ressourcer, de ressourcer leur énergie qu'on peut partager avec tout le monde. De la même façon, sachez s'il y avait dans votre équipe des thinking ou des feeling. Le thinking, il est super orienté tâche, résultat, vous n'avez pas trop besoin, on va dire, j'ai envie de dire, de le cajoler, de faire attention à lui, il va super se concentrer, il va se mettre sur les process, sur les résultats, sur les rendus. Si vous avez une équipe à majeur feeling, ce sont les émotions, les sentiments. Déjà, ça risque de… il y a un peu plus de… On va dire… il y a du ressenti, ça se sent. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin qu'on leur dise certains mots. Du coup, je fais le lien directement. Sachez qu'en management, il y a 3 mots qui sont difficiles à dire en fonction des préférences de chacun. Non, merci et pardon. Alors, moi, personnellement, non, j'ai aucun problème. Ouais, non, je ne sais pas dire. Voilà. Pardon, je n'ai aucun problème non plus. Ça, c'est absolument pas un souci. Par contre, dire merci, avec mon mode de pensée, j'ai plus de mal. Et pourquoi? Parce que je pars du principe qu'on est tous là pour faire notre job. Donc, vous faites votre job et c'est normal. Quelque part, vous avez un salaire pour ça. C'est pas la bonne approche, ou c'est pas la meilleure approche. Le fait de le savoir me permet d'agir un peu différemment et donc d'adapter mon comportement, de développer une nouvelle capacité qui est d'être un petit peu plus empathique et d'ajuster justement mon style en fonction des individus qui sont plus thinking ou qui sont plus feeling. Voilà, comme vous êtes le leader, vous êtes le capitaine, on va dire, du bateau, vous avez la responsabilité, de toute façon on l'a tous, vous avez la responsabilité du message, de votre message. C'est vous qui allez lui donner, on va dire l'autre va interpréter, mais c'est vous qui avez la responsabilité de vous faire comprendre. Et donc connaître les préférences de vos équipes, ça va vous permettre de vous adapter en fonction de la personne, en fonction des besoins qui sont tous très différents. De la même façon, vous allez pouvoir adapter votre mode de communication, téléphone ou visio. L'extravert, lui, va adorer les visios, il voudrait enchaîner les visios tout le temps, il a l'impression qu'il se sent rassuré. L'introvert, lui, il fonctionne pas mal avec des mails, voilà, ou alors avec des appels téléphoniques, pas trop répétés. Il a besoin de passer beaucoup de temps, on va dire, en backstage à travailler, à faire ses tâches. Donc, du coup, avoir cette connaissance des préférences de chacun, ça va vous permettre de vous adapter. Il y a une autre compétence sur laquelle il va falloir vous appuyer et développer, c'est l'observation fine, c'est-à-dire être capable justement de calibrer, on appelle ça la calibration, de calibrer les gens avec qui vous travaillez, vous les connaissez bien. On a chacun, on va dire, une mélodie, un son général, une façon de communiquer. Si tout à coup vous remarquez de gros changements, quelqu'un qui répondait vite aux mails, il se met à plus répondre rapidement, ou quelqu'un qui était plutôt très souriant en visio, là, vous allez le voir en plus, qui tout à coup se met à pas sourire, ce sont des variations qui vont vous permettre, ce qu'on appelle les signaux faibles, à distance, on repère des signaux faibles, et de se dire, tiens, il y a quelque chose qui change, qu'est-ce qui fait que ça change chez cette personne? Vous pouvez prendre ce signal pour intervenir le plus tôt possible, pour ne pas laisser les personnes et les équipes se démotiver en se disant, je vais intervenir. J'ai remarqué, on va utiliser, je donne l'exemple de la communication non violente, qui est un outil qui va beaucoup vous servir à distance, puisqu'il vous manque toute la communication non verbale, ou une grande partie de communication non verbale. Or, la communication non verbale, c'est 93% de notre communication. Donc là, OK, avec la visio, on en a une partie, mais on va dire que la part de communication non verbale pour interpréter le message est fortement réduite. Donc, il va falloir faire très attention aux formulations et à la verbalisation. Donc, communication non violente, je dis je, parce que le tu, et j'ai la responsabilité, j'ai le sentiment
sentiment que tu communiquais. J'ai le sentiment que ta communication était différente au cours de ce meeting et je pense qu'il y a peut-être un souci. Puis-je faire quelque chose pour toi? Voilà. Communication non violente, c'est j'observe quelque chose, je ressens quelque chose, j'interprète de cette façon et du coup, je te demande ou je te propose de. Ce qui nous permet de passer les 4 formes de reconnaissance. Pardon, on va quand même les balayer, elles sont quand même super importantes. Toujours pareil, en termes de communication, c'est le moment, parce que vous êtes à distance, de nourrir les 4 formes de reconnaissance de la personne. Parce que quand on est à distance, on a tendance, la seule chose qu'on peut en fait observer, sont les résultats. Parce qu'on ne voit pas les personnes travailler, donc on se dit, bon, c'est le résultat, je vais me baser sur le résultat, sur la output, sur ce qui progresse, sur ce qui avance. Moi, je vous propose la démarche complètement inverse, c'est-à-dire quand vous faites du feedback à vos équipes, c'est de leur faire du feedback sur les 4 niveaux de reconnaissance. Le premier, je te reconnais en tant qu'individu, en tant que tel, qui devrait être le cas. Donc, je dissocie toujours le comportement de la personne. C'est super important. Le deuxième, la reconnaissance de l'attitude. Tu as une attitude combative, positive, optimiste, et je te remercie pour l'attitude que tu as en ce moment, qui est peut-être compliqué ou un challenge pour chacun. Je te remercie pour toutes les compétences, peut-être quelqu'un qui est super doué justement en outils à distance, qui va apporter quelque chose, quelqu'un qui va, on va découvrir qu'il avait un talent, parce que c'est le moment pour lui de développer ce talent. Je te remercie pour les compétences que tu déploies. Et enfin, vous pouvez évidemment donner de la reconnaissance sur le résultat. Je te remercie pour tes outputs qui sont formidables. Donc, utilisez, usez, abusez de ces 4 formes de reconnaissance qui vont permettre une fois encore de nourrir les sentiments de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance et de contribution de vos membres et de vos équipes. Et du coup, on peut passer à la troisième dimension, qui est la dimension business. En termes de capacité, ce qui est très important, c'est de prendre du recul. En période difficile, et quand on a nos équipes qui sont plus à côté de soi, on a tendance à revenir sur les éléments qui vous sont chers ou sur lesquels vous êtes en pleine maîtrise. Donc, vous devenez très fonctionnel. Et c'est normal parce que c'est rassurant. Vous connaissez, vous maîtrisez, ça vous permet d'avancer. Par contre, être trop spécifique en tant que leader ne va pas forcément vous être utile dans cette situation-là. Il vaut mieux développer une capacité de prendre du recul, d'être plus global, ce qu'on appelle la vue d'hélicoptère, et d'apprécier la situation dans son intégralité. Et pas juste votre entité que vous gérez, mais tout l'environnement qui va avec. C'est extrêmement important. C'est difficile, plus difficile pour certains que pour d'autres, mais vous allez en avoir besoin, et beaucoup plus parce que vos propres équipes, pour se rassurer, vont également se focaliser sur le spécifique, parce qu'ils vont également avoir besoin de se rassurer. Donc, vraiment, prenez ça vraiment en charge, prenez du recul et développez cette vision globale. Je vois qu'on nous demande, j'ai vu passer, j'essaye de tout voir, les 4 niveaux de reconnaissance. On a la reconnaissance de l'individu en tant que tel. Quoi qu'il arrive, on a un individu, on a une valeur. Et on ne devrait pas juger les personnes sur leur identité, mais uniquement sur leur comportement, sur ce qu'elles font, pas sur ce qu'elles sont. C'est la fameuse phrase, on ne dit pas à un enfant « tu es bête ». On dit « ce que tu as fait est bête ». Voilà, on juge le comportement par la personne. Le deuxième niveau de reconnaissance, c'est la reconnaissance de l'attitude, avoir une attitude optimiste, coopérative, d'effort, positive. On peut remercier, on peut reconnaître pour l'attitude donnée. La troisième, c'est les compétences, c'est-à-dire justement ce qu'on parlait, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être que la personne met en place et qui peuvent être reconnus comme ayant de la valeur. Et le dernier, ce sont les résultats, les outputs, effectivement. Tu as atteint tes objectifs, tu as réalisé ça, tu as produit ceci et je te félicite pour ça. Par rapport du coup au business, donc Jérémy évoquait effectivement le métaprogramme, ou spécifique ou global, soyez global. Et je vous invite aussi à utiliser cet autre outil de la programmation neurolinguistique qui s'appelle les positions de perception. On dit qu'autour d'un problème, on peut avoir comme 360 degrés de perception du problème. Essayez de vous mettre dans les chaussures. Essayez de vous mettre dans les chaussures de vos collaborateurs. Vous pouvez aussi vous mettre dans les chaussures de vos clients, de vos fournisseurs, de vos investisseurs et d'essayer, vraiment de façon honnête, par projection mentale, de dire si j'étais à la place de cette personne,
qu'est-ce que je me dirais à moi-même? Qu'est-ce que je penserais de mon business? Quelle vue j'aurais de mon activité? Quels conseils je pourrais me donner à moi-même? C'est un outil qui est assez puissant. Et en fait, ce qui est important pour vous aider, c'est plus vous vous dissociez de la problématique, plus vous aurez de facilité à trouver les bonnes solutions et à trouver les bonnes réponses à la situation. Si vous êtes trop dedans, le nez dans le guidon, comme on dit, vous perdez une partie de la visibilité, donc vous perdez une partie des opportunités, des options qui s'offrent. Tout à fait. Du coup, on enchaîne sur les valeurs et les croyances. On est encore un niveau au-dessus et là, on est sur le niveau, généralement, on dit les limites les plus importantes qu'on se fixe, c'est celles qu'on a nous-mêmes finalement, c'est nos croyances. Les croyances, c'est ce que vous croyez de vrai, c'est ce que vous croyez de vrai à propos de vous-même, à propos de vos équipes, à propos de cette situation. Et par rapport à ça, on peut classer les croyances en deux catégories. Il y a celles qui vont être aidantes. Je crois qu'on peut s'en sortir, je crois qu'on a les moyens de faire face à cette crise, je crois que mon équipe, j'ai les compétences qu'il faut pour rebondir. Et puis, vous allez avoir des croyances limitantes. Je crois que c'est très compliqué de travailler à la maison, je crois que ça va être l'enfer. Je crois que cette crise va durer 6 mois et qu'on ne va jamais s'en remettre. Bon, je ne voudrais pas… Voilà. L'idée, c'est de lister par rapport à la situation qui est la mienne, quelles sont les croyances que j'ai. Quelles sont celles qui sont aidantes? Évidemment, cultivez vos croyances aidantes. Et les croyances limitantes, tentez le plus possible de vous en dissocier. Pour quelle raison je vous dis ça? Parce que dans le fonctionnement cognitif humain, il se trouve que ce qu'on croit a une influence sur nos pensées, ce qu'on pense a une influence sur nos états internes, comment on ressent les choses, et ça a forcément une influence sur la performance de nos comportements. Croyez-moi sur parole, si vous arrivez en meeting d'équipe et que vous arrivez avec de la peur, de la frustration, de la colère, de la démotivation, c'est ce que vous allez communiquer, vous allez avoir du mal à vous mettre en action de façon positive. Donc, identifiez ces croyances aidantes et tentez de les cultiver le plus possible. Pour vous aider, alors il y a beaucoup d'outils de coaching qui permettent de le faire. Un petit outil facile, j'ai envie de dire 2 petits outils faciles pour travailler ces croyances, c'est moi je crois qu'à la maison ça va être compliqué. Et en même temps, le fameux en même temps, recadrez-vous vous-même. Et en même temps, qu'est-ce qui pourrait faciliter les choses? C'est-à-dire forcez-vous à passer en métaprogramme verre à moitié vide, verre à moitié plein. Et deuxième outil, c'est faites comme si. Oh là là, je crois que mon business, ça va être très compliqué pour mon business. Et imagine, si ton business va bien dans 6 mois, imagine commencer et qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver. Le comme si, c'est un petit peu la baguette magique, tout est possible et ça permet de réfléchir sans limite et de se connecter à ses croyances aidantes. Ces croyances-là sont, encore une fois, extrêmement importantes puisque vous êtes des leaders. Et vos équipes, elles ont besoin, particulièrement en ce moment, elles ont besoin de savoir que vous êtes là et vous êtes prêt à affronter la tempête avec eux. Donc, plus vous allez communiquer les croyances aidantes, plus elles vont être communicatives. Donc, vous allez infecter positivement, mauvais choix de terme, pardon, vous allez communiquer de manière positive vos intentions, vos croyances, vos attentes, et ça va contribuer à la construction de la confiance. La confiance, il est plus facile de la construire quand vous êtes tous dans le même espace de travail, parce que les interactions sont tellement plus spontanées et fréquentes. À distance, cela nécessite plus de travail, cela nécessite un investissement de votre part beaucoup plus important. Faites cet investissement. Ça va vous permettre de gérer la situation présente et également, ça va vous permettre d'anticiper la suite. Et on va y revenir dans une minute. La suite est là. Cette situation délicate de travail à distance, etc., ce n'est que passager. Tout à fait. Et par rapport à ces croyances, on a chacune les nôtres. Moi, je vous invite à considérer celle de Winston Churchill que j'utilise beaucoup dans mes coachings et qui dit, et c'est ce qui a permis à la Grande-Bretagne de préparer le débarquement en Normandie, agissez comme s'il était impossible d'échouer. Par exemple, ça c'est une croyance qui connecte à une certaine forme d'état interne qui peuvent être aidantes. Et du coup, par rapport à vos équipes, de 2 choses l'une. Ou par rapport à votre culture d'entreprise, est-ce que vous avez fait à la taille de votre équipe, vous avez déjà ce que j'appelle un socle, vision, mission, valeur. Si vous l'avez, super, vous allez pouvoir vous appuyer dessus, c'est-à-dire que vous avez déjà co-travaillé, co-construit. C'est ces 3 piliers qui font qu'aujourd'hui, l'équipe peut dire, par rapport à la vision qu'on avait mis en place, aux missions qu'on s'était données, à notre socle de valeurs, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme nouveau comportement pour faire vivre ces valeurs et faire en sorte que notre équipe continue à fonctionner à haut niveau de motivation.
Si vous ne l'avez pas, j'ai envie de dire pas de panique, c'est peut-être le moment de mettre en place justement un meeting. Travaillons sur les valeurs d'équipe, de quelles valeurs on aurait besoin, qu'est-ce qu'on aurait besoin de croire tous ensemble pour que ça fonctionne, qu'est-ce qui est important pour nous, est-ce qu'on cultive les valeurs d'adaptabilité, d'optimisme, justement de solution, il y en a tout un tas. Et une fois que vous avez défini ces valeurs, en partant des valeurs individuelles de chacun, en créant ce socle de valeurs d'équipe, concrètement, quelles décisions, comportements on décide de mettre en place au quotidien pour faire vivre ces valeurs et vous appuyer dessus. Et puis, il va y avoir une valeur incontournable, Jérémy l'a déjà évoqué, c'est la confiance. Là, la confiance, et la confiance a énormément de niveaux, on l'a dit. Confiance en vous-même, parce que c'est vous qui allez communiquer. Je l'ai dit, moi j'aime beaucoup cette analogie, donc voilà, Jérémy est un marin. Le capitaine, souvent, quand on ne sait pas, ou quand la tempête se lève, capitaine, on fait quoi, on va où? Voilà, donc confiance en vous, parce que vous allez la communiquer, que les personnes aient confiance en vous, ça on l'a vu, voilà, en ce que vous allez dire, dans les décisions que vous allez prendre et la façon dont vous allez implémenter ces décisions, donc il y a une forme de congruence. Il faut que les gens aient confiance les uns envers les autres, c'est-à-dire que pendant que l'équipier du bateau, il lève l'ancre, il ne se pose pas la question si l'autre est en train de déployer la voile, il a la certitude que l'autre est en train de faire son travail aussi, que donc ça va fonctionner. Donc travailler cette confiance mutuelle entre les partenaires d'une équipe. Confiance aussi, on l'a dit, dans les objectifs, il faut que ça fasse sens pour eux, on va le voir, c'est la dernière étape. Et puis confiance dans l'équipement, justement. Moi, j'ai confiance dans l'interface Zoom là, que j'ai devant moi, confiance dans le matériel, confiance que ça va fonctionner. Et si vous avez en place cette galaxie de confiance, ça peut fonctionner. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de mettre en place un baromètre, un petit baromètre facile par semaine, évaluer votre niveau de confiance sur les niveaux indicateurs. Une fois encore, ça va vous permettre de repérer les signaux. Tiens, qu'est-ce qui se passe? La confiance est en train de baisser, peut-être chez une personne ou peut-être en équipe. Est-ce que je convoque un meeting? Est-ce que j'adresse un one-to-one pour venir vérifier? Ça vous permet, j'ai envie de dire, de piloter dans le temps. Et donc, on enchaîne sur la troisième dimension business pour les valeurs et les croyances. En fonction de vos personnalités et de nos personnalités, on voit ou le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et on aimerait vous donner l'exemple d'un ami qui a son entreprise ici à Miami et qui travaille dans ce qu'on appelle hospitality, donc tout ce qui est hôtel, restaurant, et il s'occupe des recrutements. Et il paye des gens pour travailler dans ces activités. Tout est fermé. Tous les hôtels ont fermé, les restaurants ont fermé. Donc, quasiment du jour au lendemain, son activité est passée à zéro. Et on discutait avec lui l'autre jour, au téléphone, et on lui dit comment ça va? Et il nous dit écoutez, je pourrais pleurer, remplir toutes les piscines de Miami, mais plutôt que pleurer, il m'a fait sur mon sort. Je me suis dit il y a sûrement d'autres secteurs qui ont besoin d'aide, de recrutement et de soutien en ressources humaines. Je vais commencer à m'atteler et à développer un autre business là-dessus. Alors, c'est compliqué, c'est facile quand on entend parler, on entend cette histoire comme ça, mais le mindset, l'état d'esprit est absolument essentiel dans ce genre de situation pour pouvoir tenir la barre du bateau, traverser cette tempête avec vos équipes. Ça fait vraiment toute la différence. Et là encore, on l'a dit tout à l'heure, ceux de vos équipes qui sont en préférence P, option, qui ont tendance à plutôt se focaliser sur les opportunités, ils vont être aidants. Et là, pour le coup, il y a une dernière dimension du MBTI qu'on n'a pas évoquée, c'est l'occasion. Vous êtes ou une préférence N, c'est-à-dire intuitive, ou S, sensing. Alors, le sensing va avoir tendance à voir tout ce qui est présent, tout ce qui est concret, tout ce qu'il peut faire là tout de suite maintenant. Et puis l'intuitif, il va avoir les connexions, c'est-à-dire ce qui va arriver plus tard, on va dire qu'il est plus visionnaire, il est plus tourné vers l'avenir. Faites travailler les N et les P de préférence ensemble, ils vont vous produire des idées, ils vont être capables en brainstorming, en élaboration de vous ouvrir des fenêtres, peut-être que vous l'avez, d'ailleurs c'est peut-être votre préférence, mais faites feu vraiment de ces préférences, parce que moi j'ai la conviction profonde, et je suis en train d'ailleurs de le modéliser par rapport aux gens que j'accompagne, que quand on mélange du N et du P, ça donne des portes de sortie, ça donne des idées, justement. Ça permet de se connecter à des choses différentes et qui permettent de préparer l'avenir. Et du coup, petit à petit, on est parti de l'environnement, des comportements, des capacités, des valeurs et des croyances, et on arrive sur ce qui est de l'ordre de l'identité et de la mission. Et là, pour nous, le mot magique qu'il faut que vous ayez pour vous communiquer à vos équipes, c'est le sens. Le sens, on dit que c'est ce mot de sens, c'est le diamant de la langue française, parce que le sens a 3 significations. Le sens, la direction.
donner la direction, où on est, où est-ce qu'on va, le sens, la signification. Et ça, on va en revenir. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Simon Sinek sur le why or what, je vous invite à la visionner. Il explique que souvent, quand on achète quelque chose, un concept, une idée, on n'achète pas le quoi, mais on achète le pourquoi, pour quelle raison. Donc là, vos équipes, elles vont acheter le pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce qui fait sens. Et enfin, le sens, les sens de perception, c'est-à-dire que c'est des choses qui doivent donner à être vues, entendues, donc qui doivent exister. On dit walk the talk, talk the walk, il faut que ça se concrétise. Donc vous, quel sens vous donnez à tout ça et communiquez à chaque fois beaucoup sur le sens. J'ai un peu balayé tous les thèmes d'un coup là. J'ai fait du global. C'est très bien, c'est très très bien, c'est très très bien. Le sens est extrêmement important, je pense, parce que je suis certain que vous l'avez vécu à plusieurs reprises par le passé. Quand vous avez une identité et que vous ou d'autres collaborateurs prennent des décisions qui vont à l'encontre de cette identité, qui vont à l'encontre du purpose, de la raison d'être de votre entreprise ou de l'entité pour laquelle vous travaillez, il y a une incohérence qui se crée. Et l'incohérence apporte perte de confiance, apporte perte de motivation, et ainsi de suite. C'est l'un des dégringolade. Donc, cette identité qui est le point culminant de la pyramide que Noëlla vous présente, il est extrêmement important parce qu'il va permettre ensuite de redescendre sur tous les échelons jusqu'à l'environnement. Et cette cohérence entre la raison d'être et la qualité de vos décisions va être primordiale. Et ce, pas que aujourd'hui, mais quelle que soit la situation, que ce soit une situation complexe aujourd'hui ou plus traditionnelle. Tout à fait. Et du coup, pour travailler aussi par rapport à cette identité, cette mission, nous, on vous invite à vous rapprocher de vos mentors. On a tous dans nos vies des mentors, des gens qui nous ont inspirés, des gens qu'on admire, des gens qu'on a modélisés. C'est le moment de vous entourer, j'ai envie de dire, d'une Dream Team. On a une technique comme ça en programmation neurolinguistique qui est même d'imaginer les mentors autour de soi et de se dire qu'est-ce qu'ils me diraient, qu'est-ce qu'ils auraient envie de me dire, quel message ils auraient envie de me faire passer et quel cadeau il me ferait ce mentor, quel cadeau il pourrait me faire. Donc, si vous les avez pour de vrai, vos mentors, convoquez-les, c'est qu'est-ce que tu aurais comme message et quel cadeau, même symbolique, tu aurais envie de me faire pour me permettre de traverser ce moment et me permettre d'atteindre mes objectifs. Parce que ça va vous aider à vous reconnecter au sens et donc, du coup, de pouvoir le partager. Je crois qu'on est. Alors, voilà, vous êtes pile dans les temps. On va reboucler. Du coup, une fois que vous êtes arrivé, vous l'avez remarqué, nous, on a fait le chemin. Le premier chemin, et d'ailleurs c'est une technique, normalement on fait monter les gens ou les équipes, on dit dans quel environnement, quel comportement, quelle capacité, quelle valeur, quelle croyance, quelle identité, quelle mission. Vous, ce que je vous invite, c'est à analyser votre situation en faisant le chemin inverse. Repartez du haut de votre mission, de ce que vous cherchez à accomplir, de votre identité. Voyez comment ça vous connecte à vos croyances aidantes. Du coup, connectez à ces croyances aidantes, et vous pouvez faire le travail aussi au niveau de l'équipe, comment ça vous connecte à un état interne qui va être favorable, comment vous vous sentez bien connecté à vos capacités ou peut-être vous avez la capacité d'identifier de nouvelles capacités que vous n'aviez pas vues, auxquelles vous n'aviez pas pensé. Du coup, de mettre en place des comportements de façon plus facile ou peut-être des comportements que vous n'aviez pas identifiés et comment finalement vous récupérez de la proactivité par rapport à votre environnement. Merci Noëlla, merci Jérémy. C'était super intéressant et je pense qu'il y a eu énormément de bons tips à prendre pour nos membres, à appliquer peut-être dès tout de suite ou dès demain selon le fuseau horaire. On a quelques questions. On a notamment Elodie qui a une question assez rapide qui demande qui a développé ce modèle des 4 besoins du groupe. Sécurité, reconnaissance, appartenance, contribution. Elle trouve ça très intéressant et aimerait creuser le sujet. C'est une très bonne question. Alors, ces 4 besoins, il faudrait que je reprenne. Je voudrais être juste dans ma réponse parce que c'est en formation de formateur qu'on nous l'apprend quand on doit gérer des groupes en formation. Donc, j'hésite. Je me demande si ce n'est pas Gregory Bateson qui l'a créé, mais à vérifier. Je ne voudrais pas dire une erreur, mais c'est issu... ou c'est peut-être DIPS d'ailleurs, c'est issu des modèles de recherche de la programmation neurolinguistique. Donc, c'est un de ceux-là. Donc, tu me confirmeras et je transmettrai à ce moment-là. Elodie, mais on a bien ta question
ta question en tête. On a aussi Valérie qui se demande comment motiver les membres de son équipe qui donnent le sentiment de ne pas travailler. Ah, ça, c'est merci Un pour peu la comme question. des mauvais élèves. C'est super bien formulé. Moi, j'aime beaucoup, c'est Elodie, c'est ça, j'aime beaucoup comment tu formules. Je me permets de… Valérie. Valérie, j'aime beaucoup comment vous formulez votre question parce que ça veut dire j'ai le sentiment. Et c'est tout à fait ça, c'est votre sentiment, c'est votre perception. Donc déjà, rien, avec tout le respect, c'est votre perception, il n'y a pas de réalité, on a chacun la perception. Qu'est-ce qui vous permet de penser qu'il ne travaille pas? Sur quoi vous vous appuyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous observez? Et qui vous permet de dire ça? Parce que entre ce que vous observez et ce que vous en concluez, on l'a vu, on est tous très différents. Et du coup, déjà, vous pouvez vous poser cette première série de questions. De la deuxième façon, je pense que Jérémy répondra. Moi, ce que je vous proposerai avec ma préférence feeling, on va dire, et intuitive, c'est une réponse de type communication non violente. Je te contacte, one-to-one, évidemment. Je te contacte parce que j'ai le sentiment que tu n'es pas forcément très concentré, que tu ne fais pas tout le travail que je te donne. Je te dis ça parce que j'ai observé que. Du coup, ça me pose un problème. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Qu'est-ce que tu en penses? Pouvons-nous en parler? Vous parlez de ce que vous avez observé, c'est votre observation à vous, de ce que ça provoque chez vous et sur quoi vous vous reposez comme fait observable qui vous permet d'arriver à cette conclusion et vous demandez à la personne de vous répondre. Et j'aimerais juste insister sur ce que vient de dire Léa, parce que je pense que c'est très important. C'est comme c'est votre perception, évitez le tu ne travailles pas. Ouais. J'ai vu tel comportement de ta part. Voilà l'effet que ça a eu sur moi, et voilà éventuellement l'effet que ça a sur d'autres, ou sur l'environnement, ou sur l'entreprise. Parlons-en. Et n'hésitez pas à en parler. Aucun sujet n'est tabou, vraiment. Faites-le, ce sont vos équipes, vous êtes tous dans le même bateau, pardonnez-moi pour l'image. Donc, n'hésitez pas à en parler, mais faites ça sans considérer que l'individu en question est un tir au flanc. Parce que si vous partez avec… La confiance, déjà. Voilà, il y a déjà un gap de confiance si vous partez comme ça. Donc, quelque part, ce que je vous invite à faire, c'est donner à lui ou à elle le bénéfice du doute, chercher à comprendre la situation, parce qu'il y a peut-être dans l'environnement de l'individu une explication. Et j'y revenais, parce que votre question, c'est quand même comment je fais. Donc, s'il s'avère que la personne vous dit effectivement, j'avoue, je suis très démotivée, on reprend la formulation de base. Très bien, explique-moi, qu'est-ce qui fait que tu es démotivé? Qu'est-ce qui t'empêche? Et là, on repose la question, de quoi as-tu besoin? Comment puis-je t'aider? Qu'est-ce qui t'empêche d'être à haut niveau de motivation? Et là, on est vraiment dans un j'ai envie de dire, et je partagerai avec vous une technique que j'utilise aussi avec mes enfants, c'est d'accord, sur un niveau de motivation entre 0 et 10, à combien tu es aujourd'hui? Oh ben là, je suis à 3. Concrètement, tu aurais besoin d'être à combien pour faire correctement ton travail, pour atteindre tes objectifs? Ah ben, j'aurais besoin d'être à 7. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, toi et moi, pour que tu passes de 3 à 4 déjà? Un point. Qu'est-ce que tu pourrais concrètement, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour passer de 3 à 4? Et on va utiliser ce qu'on appelle les interventions orientées solutions, des petits pas, des petits progrès. Et la semaine d'après, vous lui dites, alors, raconte-moi, comment ça va mieux? Comment ça va mieux au niveau de ta motivation? Ah bah oui, ça va mieux. Qu'est-ce qui fait que ça va mieux? Bon, très bien, tu es à 4. Qu'est-ce qui va faire qu'on passe de 4 à 5? Et vous l'emmenez petit à petit, pas à pas. Je pense que cet outil est particulièrement adapté dans ce cas. Très bien, très concret. On a également François qui vous écrit « Vous avez centré une grande partie de vos présentations respectives sur la transition entre le travail au bureau à celui à distance. Diriez-vous que le télétravail ou la gestion d'équipe à distance a changé depuis cette crise du Covid-19 ?» Réflexion. Je ne pense pas qu'il a changé. Ce qui a changé, c'est les métaprogrammes. C'est très intéressant. Les métaprogrammes de motivation. Pour se motiver, parce j'ai beaucoup prononcé ce mot, je suis fan de cet outil, il y a les métaprogrammes de perception, comment je vois les choses, du coup d'interprétation, comment j'interprète, et de décision de motivation. Il y a une grosse différence entre j'ai super envie de travailler en télétravail et je dois travailler en télétravail. Vous entendez, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, si on arrive entre le sentiment de l'envie ou du devoir, du subi, du réactif, c'est-à-dire que là, c'est du télétravail en réactivité. Tout à coup, il faut se mettre… Alors qu'il y a des boîtes qui, culturellement, ont été proactives sur le télétravail, pour laquelle c'est une culture d'équipe.
Et là, pour moi, c'est très différent parce qu'on n'a pas du tout les mêmes niveaux d'engagement, de temps de préparation, de réflexion si on est connecté en « oh là là, je dois le faire par réactivité » ou « j'ai envie de le faire par proactivité ». Pour moi, la différence, elle se situe là. Je suis d'accord avec la réponse de Noëlla. Pour reprendre la statistique que Noëlla a citée en début, avant cette situation, avant cette crise, 7% des Français étaient en télétravail et généralement par choix. Donc, anticipé, organisé, préparé, voulu. Aujourd'hui, c'est un tiers. Et probablement que chez ce tiers-là, il y a une grande majorité qui n'ont pas envie de le faire ou qui se sentent forcés, qui n'ont pas été préparés comme il fallait. Donc, c'est, encore une fois, je vais revenir là-dessus, c'est être à leur écoute, les comprendre, les aider et leur parler à vos équipes, surtout leur parler, est extrêmement important. Extrêmement important. Et je pense qu'il y a un élément super positif à toute cette situation, c'est si vous réussissez et vous réussirez à créer ce niveau de confiance et cette réussite en termes de gestion de crise à distance aujourd'hui, en sortie de crise, vous allez être ultra performant. Ultra performant, parce qu'il ne faut pas oublier, plus la crise est difficile, plus la sortie de crise est porteuse. Donc, vous avez l'opportunité aujourd'hui, c'est mon côté paye, désolé, je pense que vous avez aujourd'hui une opportunité pour créer quelque chose de nouveau, saisir le meilleur et au travers de cette confiance que vous allez recréer avec vos équipes, au travers de la réorganisation de votre business, vous allez pouvoir vous ouvrir en sortie de crise sur une période de croissance, de développement et de succès qui va être incroyable. Très bien. Merci. C'est les 3 questions que l'on avait. Est-ce que vous-même vouliez insister sur un point en particulier? C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on avait dit, Marion, c'est le fameux le cerveau, pour les réunions, le cerveau enregistre 7 informations plus ou moins 2. Le fameux, nous-mêmes on s'est demandé, les personnes qui nous écoutent vont repartir avec, c'est le fonctionnement cognitif qui dit ça. À la fin d'une intervention, quelle que soit sa longueur, on retient 7 informations plus ou moins 2. S'il y avait 5 informations à retenir, on s'est posé la question avec Jérémy, qu'est-ce qu'on voudriez que vous reteniez? Donc, je peux me prêter à cet exercice. Et sachez que quand vous intervenez en réunion, en discussion, en échange, généralement, c'est 5 informations plus ou moins 2, ce qui veut dire que dans les meetings, les informations les plus importantes, il faut les placer au début et à la fin. Le cerveau est ainsi fait que généralement, on retient mieux ce qui a été dit au début et à la fin. Et il faut répéter. C'est comme avec les enfants, pour ceux qui ont des enfants, répéter par répétition, on crée de l'ancrage d'informations. Moi, je vais, on va dire, très, très humblement, on parle de MBTI. Moi, pour tout vous avouer, j'ai ce qu'on appelle un ENFJ, extravert, intuitif, feeling, super organisé. Je suis un des profils les plus en souffrance techniquement par rapport à ce genre de situation, par rapport à mes préférences. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parmi les 5 informations que j'aimerais que vous reteniez, c'est passer du temps à vous connaître vous-même et à connaître vos préférences. Parce que si vous prenez le temps de vous donner du confort, de vous donner à vous-même de la sécurité, de la reconnaissance, de l'appartenance et de la contribution, c'est à nourrir chez vous-même ses propres niveaux, vous pourrez le redistribuer. On a envie de dire, c'est comme le masque à oxygène. Mettez d'abord votre masque avant de mettre le masque à celui de votre voisin. Donc ça, je pense que moi, ça fait partie de mes 5 messages. Le deuxième, c'est que par rapport au niveau logique, souvent les limites qu'on se fixe à soi-même et les plus importantes, et croyez-moi, je le vois tellement en coaching, c'est celles qu'on se fixe à soi-même. Raccrochez-vous à vos valeurs. Qu'est-ce qui vous fait une valeur? C'est qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Pourquoi vous vous battez? Qu'est-ce qui fait sens? Et du coup, ça va vous générer les croyances aidantes qui vont vous permettre de surmonter cette épreuve. Mon 3e conseil, et je l'ai évoqué rapidement, c'est les piliers de vie. Parce que mine de rien, on parle là de la gestion d'équipe. Il ne faut pas oublier que derrière une personne qui travaille, il y a un être humain. Il y a des gens pour qui le travail, c'est pratiquement l'unique pilier de vie. Vous vous rendez compte en ce moment de ce qu'ils vivent. Il y a des gens, ils n'ont pas de famille, ils ont très peu d'amis, donc ils sont… Et c'est comme si eux, et la tour qui s'effondre. Si vous avez, j'ai envie de dire, la chance d'avoir des piliers sur lesquels vous pouvez vous appuyer et répartir, c'est des amis en qui vous avez confiance, une famille solide, même vous-même
avec vous-même, des temps avec vous-même. Répartissez la charge émotionnelle sur l'ensemble des piliers de vie. Ça va vous aider. La troisième, c'est de faire cet exercice de la quatrième, pardon, c'est de faire cet exercice de la courbe de vie. Vous vous rendez compte que vous avez déjà traversé tellement de choses. Ça va nourrir votre confiance en vous. Ça va nourrir des états internes positifs et vous allez voir que vous êtes capable de résilience. Que c'est finalement une qualité que vous avez et que vous savez l'activer. Moi-même, j'ai fait l'exercice. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait qui ressemble à ça? Marion pensait, j'ai pensé à toutes les fois où j'ai déménagé, où du jour au lendemain, je me retrouvais habiter dans des endroits que je n'avais pas forcément choisi, où il fallait que je recommence, il fallait que je réapprenne tout. J'ai fait, j'ai quand même réussi déjà à le faire. Donc ça, qu'est-ce que j'ai appris et que je peux utiliser et que je vais mettre en place là? Et puis, la dernière des 5, c'est pour moi le plus gros enjeu, c'est vraiment un enjeu de communication. Le fond compte autant que la forme. Donc, si vous pouvez faire feu de tous les outils de communication, faites du feedback, essayez de faire du one-to-one, essayez de faire de la communication adaptée aux besoins de vos équipes. Et pour moi, s'il y a relation, il y aura communication, il y aura motivation. Très bien. Parfait. Ma vision. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Toi qui es introvert, Jérémy qui est quand même pratiquement ISTP, qui a pratiquement un profil opposé au mien, je trouve ça intéressant que toi tu dises quels seraient tes enjeux et tes… Moi, j'insisterai sur 2 points en plus de ceux que tu as mentionnés. Le premier, c'est l'adaptabilité et ce que j'appelle le challenge de soi. C'est on a tous nos préférences, on a tous nos croyances. Les changements de situation et d'environnement sont justement là pour nous faire réfléchir. Donc, soyez à l'écoute de vos sentiments, soyez à l'écoute de vos réflexions, soyez à l'écoute des autres. Tous les avis sont bons à prendre. On ne vous demande pas d'être d'accord avec tout le monde, mais juste d'utiliser ces informations qui sont disponibles réactivement ou proactivement pour vous en inspirer et pour vous enrichir. Et s'adapter, c'est dans le monde dans lequel on vit, la vitesse des changements dans tous les domaines d'activité est telle que là, celui qui est adaptable sera celui qui gagnera demain. Ça, pour moi, c'est extrêmement important. La PNL dit l'élément le plus puissant, c'est l'élément le plus flexible. Gagner en flexibilité, on a tous des préférences, je l'ai dit, on a tous des façons, des métaprogrammes qu'on active. Est-ce qu'on voit le vert? Est-ce qu'on voit ce qui ressemble ou ce qui est différent? Est-ce que je suis global? Est-ce que je suis spécifique? Plus vous enrichissez, plus vous donnez la flexibilité, plus vous êtes puissant parce que plus vous avez d'options. Je pense qu'il faut être capable de faire preuve d'options. C'est ça. On a Clément qui nous met une citation qui, je pense, va bien résumer tout ce qui a été décrit et peut-être que vous avez un mot à rajouter là-dessus. C'est « Encouragez-vous, élevez-vous et renforcez-vous les uns les autres car l'énergie positive que reçoit une personne sera ressentie par nous tous. » Voilà, donc méditez tous là-dessus. Merci Clément. Merci. Clément, tu es peut-être… vous, pardon, à force de tutoyer avec French Founder, j'ai pris l'habitude de… tout le monde, pardon, défaut de communication. Clément, vous êtes probablement ENFJ, c'est une des phrases qui décrit ce profil MBTI. Voilà. En tout cas, on vous le redit encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, voilà, on est aussi là voilà, pour vous, pour vous aider le mieux. Voilà. Adorable à tous les deux, merci encore pour tout. J'ai beaucoup de commentaires qui ne sont pas des questions-réponses, mais qui sont des remerciements, qui disent que c'était top, que c'était aidant, que c'était formidable, que vous êtes super complémentaires. Voilà, donc vous pourrez être heureux à la fin de ce webinaire. Vous faites un bon duo de choc. Donc, c'était super de vous avoir tous les deux. Je pense que je peux parler en votre nom en disant que si des membres ont des besoins spécifiques, ils n'ont pas voulu aborder voilà, en public et avec du monde, s'ils ont besoin d'une mise en relation avec toi, Noëlla, avec toi, Jérémy, n'hésitez pas. Par mail, personne n'hésite. Moi, je fais le lien entre tous. Voilà, est-ce que vous avez un mot de la fin? Moi, je voudrais juste souhaiter du courage à tous. Prenez soin de vous, gardez le sourire. Pour moi, c'est ça mon moteur. C'est le smile, comme on dirait ici. C'est mon mot, c'est mon leitmotiv. Le replay, en tout cas, sera disponible sur la plateforme dès demain.
Et je reste, voilà, comme je vous disais, à votre dispo pour des questions, des mises en relation. Et je vous souhaite, moi, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous remercie encore d'être resté jusqu'au bout. On a commencé à 85 participants. On termine à plus de 65 participants. Donc, voilà, c'est top. Les gens sont restés. Ça a plu et beaucoup de bons conseils. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à tous. Schwanders. Merci. Prenez soin de vous. Allez, merci. Bye bye. Et je préviens juste pour une question technique, je dois attendre qu'une personne de French Wonders me ferme ma réunion pour être sûr d'avoir l'enregistrement. Nous aussi, on s'adapte. Hein. Il y a beaucoup de choses nouvelles. Et le côté technique en fait partie. Voilà, donc les gens quittent petit à petit. Je les vois partir au fur et à mesure. Bon, c'était super. Franchement. Ça t'a plu, Marion? Ouais, bah, ça m'a plu moi et je pense que ça a plu à beaucoup de monde puisque beaucoup de monde est resté. C'est un chiffre assez constant, donc c'est pour moi, c'est un bon signe. Parce qu'on a des fois des conférences où tu commences très fort et puis petit à petit, là, ça a quand même duré plus d'1h20. C'est clair. Pour les premiers connectés. Donc, on a eu beaucoup de gens d'Europe. En Europe, il est quand même, c'est le soir, hein, il est 21h30. C'est clair. Voilà, donc le challenge est relevé. Bravo à vous deux. C'était top, hein. Moi j'adore faire ce genre de truc. Ouais, de toute façon, vous êtes… Toi, je sais, je t'avais déjà vu à l'œuvre. Jérémy, c'était nouveau de le voir dans cet exercice, mais c'était justement très, très intéressant d'avoir votre vision complémentaire, vos personnalités aussi, je pense, différentes. Et du coup, votre manière de faire en ce moment différente. Donc, c'était très intéressant. Vous pouvez quitter, hein, vous, si vous voulez.